la dernière affaire en cours, c'est que peut-être d'ici là, vous allez le voir le fleuve Congo. Oui. Donc vous avez le pouvoir de tout donner, de tout vendre. Ça, c'est... où commence et où s'arrête votre pouvoir? Ça, c'est M. Daniel Safou qui m'a diffamé. Daniel Safou qui m'a diffamé. Est-ce qu'on peut vendre un fleuve? Est-ce qu'on peut vendre un fleuve? Les fleuves, ce sont les berges. Les îles, c'est la loi insulaire et les députés. C'est l'urbanisme. Encore que mon collègue de l'urbanisme, lui aussi a mal à partir pour justement protéger les biens de l'État. Des accusations sans fondement, d'une méchanceté inouïe. Tout ça parce qu'il m'a fait du chantage. Je vous donne mon téléphone, regardez les échanges. Vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous verrez. 209 appels en absence. 209 appels en absence en 2 ans. Chaque fois que vous le décrochez, c'est l'argent. Daniel Safou. Pessanambon, j'ai des problèmes. Pourtant, il est député. Je ne l'ai pas habitué. Ça fait 2 ans que je ne me prends plus au téléphone, vous l'avez vu. Tout ça sera versé dans le dossier parce que je vous annonce que j'ai porté plainte. Je n'ai jamais été commissionnaire. J'étais promoteur immobilier. Encore que commissionnaire, ce n'est pas un seul métier. La personne qui l'a dit vraiment, bon, je ne vais pas faire de commentaires. Donc tous les commissionnaires ici sont des sous-hommes. Moi, j'étais promoteur immobilier. J'ai prospéré dans ce métier avec des chiffres d'affaires à 6 chiffres. Mais là n'est pas le problème. C'est quand mon parti me désigne, voilà, le président Vital et le président de la République disent, voilà, va aux affaires foncières. Pourquoi ils font cette synthèse? Parce qu'ils savent que j'ai une vision. Daniel Safou, d'abord vous le connaissez bien. Vous le prenez au sérieux? Je vous pose la question. Moi je l'ai connu il y a 10 ans, il faisait chanter mon beau-frère qui était DGA à la DGDA à l'époque. Il lui aussi a prospéré dans le chantage. Ma Mission TV, le miroir du monde. Qu'en est-il de la lutte contre la fraude dans son secteur? Qu'en est-il de la maximisation de recettes, de la protection du patrimoine de l'État, des nouvelles innovations contenues dans le cadre de la réforme initiée récemment dans son secteur? Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette émission spéciale Affaires foncières. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le patron de la terre, ici en République démocratique du Congo, le ministre Emissa Kombimolindo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Elisa. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai le plaisir de retrouver notre consoeur, une porte sœur, Paulette Kimoutou. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Paulette. Très heureuse d'être là. Alors, on va parler des affaires foncières, Oui. On va parler des innovations, Oui. On parlera également de l'actualité liée à Molindo Sakombi. Oui. Déjà, commencez par nous dire comment se portent les affaires foncières en République démocratique du Congo. Merci Madame Élisée, Madame Paulette, pour l'opportunité. Les affaires foncières se portent mieux qu'il y a 3 ans. En effet, quand nous sommes arrivés ici en septembre 2019, on a trouvé un véritable référendum. Alors la vision était effectivement de remettre l'homme au centre de tout. C'est ça que j'ai appelé le renouveau. Donc il fallait changer d'abord les conditions de travail. Vous avez vu, le bâtiment était vétuste, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de mobilier, il fallait faire d'abord ce travail-là. Ensuite, on a travaillé sur les conservateurs. J'ai fait signer un acte d'engagement à tous les conservateurs, tous, sur le respect des arrêtés interministériels, lutter contre la minoration des droits, contre les superpositions, l'application des décisions de justice, la non-délivrance des titres de propriété sur des zones non édificantes et enfin un comportement un peu plus moral par rapport à l'image que les affaires foncières donnaient au pays. C'est une image horrible, les gens avaient peur de rentrer dans les cadastres. Vous aviez des centaines de gens. Là, ils ont toujours peur. Hein. Oui, parce que c'est un processus où on a commencé déjà
Mais vous savez que c'est un ministère transversal, avec une incidence judiciaire. On en parlera, Monsieur Voilà. le ministre. Vous avez parlé de renouveau, du fait que l'espace de travail a été amélioré. Le cadre. Bien sûr, on Ça, c'est commence au par niveau le du cadre. ministère. Est-ce que c'est pareil qu'au niveau des administrations, de l'administration? Justement, il fallait d'abord ici, c'est la tour du foncier. Il fallait d'abord donner l'exemple ici, que quand les visiteurs arrivent, tout est structuré. J'ai moi-même tout, même si je suis en mission de service, j'ai tous les courriers qui viennent. J'ai un monitoring, les conseillers, les délais qu'ils ont pour rendre leur rapport. Il fallait d'abord commencer par ici et bien comprendre comment ça fonctionnait. 3 mois après, nous lançons donc toutes les réformes dont on va parler aujourd'hui. Vous avez parlé justement de renouveau, que les affaires foncières vont mieux, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. On va essayer de décortiquer la méthode de Sarkozy avec Colette. Merci et bonjour, Monsieur Bonjour, le ministre. Madame Colette. Je vais vous paraphraser dans votre site qui est à jour. Je tiens à le dire, c'est parmi les ministères qui tiennent à jour leur site parce que je puise mon information là-dedans. Je vous paraphrase. Je place mon mandat sous le signe du renouveau dans la perspective dégagée dans la déclaration de politique générale du Premier ministre et dans la vision du chef de l'État qui appelle chaque Congolais à changer pour rendre plus possible un autre Congo. La question que les téléspectateurs et téléspectatrices se posent toujours, quelle est cette vision du chef de l'État, surtout dans votre secteur des affaires foncières? Écoutez, en décembre 2019, lors de son adresse devant les 2 chambres, le chef de l'État, parlant du secteur foncier, avait donc annoncé sa vision, à savoir la production d'une nouvelle loi qui tiendrait donc en compte toutes les évolutions, notamment numériques. Il avait parlé aussi de la minoration systématique qu'il y avait dans ce secteur. Il disait et explicitait que la terre devait nous unir et pas nous diviser, nous enrichir et pas nous appauvrir, et que, par conséquent, il plaçait ce mandat-là sous le renouveau, à savoir que les affaires foncières puissent devenir un des plus grands contributeurs de l'État. C'est ça qui explique que nous avons déjà presque quadruplé, on va y revenir. Nous avons la numérisation du cadastre, qui était donc en bonne place dans le discours du chef de l'État. Et enfin, la suppression des biens sans maître. Les biens sans maître, c'était la première cause de spoliation. Il y avait 200 à 300 arrêtés de biens sans maître signés chaque année, publiés au journal officiel. Et autant de recours devant les cours des tribunaux, sans oublier tout le reste qui confirme donc l'arrêt que 80% des dossiers devant les cours avaient une incidence foncière. Donc nous avons commencé par le commencement, l'homme, le conservateur, en faisant signer un acte d'engagement sur 10 points, notamment la non-minoration, le respect des décisions de justice et aussi de ne pas délivrer des titres sur les zones non constructibles, non édificantes. Et on a eu déjà les premiers résultats. Et dès le premier trimestre 2019, nous avions à peine 3 mois, mais on a eu un accroissement de 147% des recettes. Et c'était juste leur dire, je ne suis pas venu avec une caravane, avec des conservateurs de chez moi, de l'Issala, pour les installer. Vous travaillez dans la vision du gouvernement, eh bien vous restez. Ensuite, on a été freiné par la pandémie, mais aujourd'hui, il y a plusieurs réformes qui commencent déjà à porter. Vous êtes de côté, hein, on suit quand même l'IGF maintenant, par rapport aux finances, on parle déjà de, vous avez parlé de 147%. Au premier trimestre, vous êtes parti de combien pour qu'aujourd'hui vous puissiez tripler les recettes et devenir, que votre ministère puisse devenir aujourd'hui, voilà, le contributeur, un pilier. Voilà, alors, au cours de l'année 2019, reddition des comptes à l'appui, l'apport du cadastre au budget de l'État, c'était 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, c'est les 17 à 18 actes générateurs de recettes de l'affaire foncière ont produit 12 millions de dollars.
Aujourd'hui, le premier semestre 2022, nous sommes à plus de 30 millions de dollars. Ce qui, si vous faites le calcul, il nous reste 3 mois entamés. Nous allons certainement dépasser les 30, voire approcher les 40 millions de dollars. Et tout ça, c'est uniquement avec la signature d'un arrêté ministériel qui oblige toutes les transactions bancaires et foncières de recourir au circuit bancaire. Donc la bancarisation... La bancarisation, plus question aujourd'hui d'acheter un bien à partir de 10 000 dollars sans passer par la banque. Et c'était pas suffisant parce que nous savons que les parties font toujours 2 contrats. Le frais entre parties, 100 000 dollars, et un autre séparé de 30 000 dollars, je prends des exemples, et c'est celui-ci qui est destiné à l'administration pour que les 3% de droits proportionnels soient payés sur la valeur de 30 000, mais la transaction réelle était de 100 000. Premier coulage. Alors, non seulement j'ai imposé la bancarisation, d'abord pour lutter contre le blanchiment et la transparence oblige, nous avons aussi obligé le recours à l'expertise avec la nouvelle mercuriale. Nous avons trouvé une mercuriale de 2009. Nous avons co-signé avec le ministre des Finances une nouvelle mercuriale. Donc cette expertise vient maintenant faire capter à l'État vraiment ce qui lui revient. Je m'explique. Vous achetez, Madame Élysée achète une maison à Madame Paulette, 100 000 dollars, vous faites un acte séparé de 30 000. L'État n'est plus tenu à ça. L'État viendra, via les experts assermentés, venir expertiser. Congolais, agréé dans la chambre d'ordre des experts, créée par décret du Premier ministre, pour expertiser la vraie valeur de la maison. Et souvent, vous verrez que la valeur, c'est le double. Et là, les 3% que vous allez payer, eh bien, c'est à partir de la vraie valeur, ce qui permet à l'État de vraiment capter ce qui lui revient de plein droit. Mais cette numérisation, Monsieur le ministre, nous savons le problème de l'Internet un peu chez nous. Ici, ça pose un peu de problème. Une fois, nous allons dans des banques pour retirer l'argent. Bon, non, l'Internet ne fonctionne pas. La numérisation, c'est dématérialisé. Ah, c'est la dématérialisation des procédures. Donc, ce n'est plus le papier, maintenant, c'est la base de données inviolable, le système blockchain. C'est vraiment inviolable. Inviolable. C'est le système blockchain avec 4 clés de sûreté. Pas possible, hein. Dernièrement, il y avait une réunion avec le directeur de cabinet du chef de l'État, j'ai suivi à la télé, où la RDC avait créé une commission, justement, pour lutter contre cette cybercriminalité. Donc, nous avons créé cette base de données notariale. Donc, on ne pourra plus faire de transfert ou de mutation sans payer, sans s'acquitter de la facture de la régie des eaux, parce que vous voyez entre transactions, et puis après vous voyez quelqu'un, lui, la régie des eaux n'avait pas été payée, l'acheteur dit c'était pas à moi de payer, donc là maintenant c'est terminé. Donc la base de données va tout prendre en charge, la régie des eaux devrait être payée, la SNEL devrait être payée, même la police incendie, qui est obligatoire de par la loi. Quand nous sommes arrivés, on n'a pas trouvé de carte d'identité, donc on n'a pas trouvé de registre national. Auquel cas, le cadastre allait se greffer. Donc, la conséquence, les stélionnats, les gens fabriquent des cartes d'électeurs, ils vendent les biens d'autrui, tout ça, c'est ça le problème. Et c'est ce gouvernement, sous la supervision du président de la République, qui a dit qu'il faut identifier les Congolais. Et ça, c'est la priorité. À ce moment-là, on pourra encore mieux gérer avec la numérisation. Moi, je suis un peu, faut pas qu'on se leurre, Monsieur le ministre. Oui. Il me semble que votre secteur regorge à lui seul près de 80% de litiges au niveau de la justice. Oui. Et là, vous êtes en train de nous dire que malgré ça, il n'y a pas une maximisation de recettes, il n'y a pas un paradoxe. Non. Avec autant de litiges, autant d'affaires au niveau de la justice. Ça veut dire qu'on a mis en place, je vous ai dit ici, le recours obligatoire au circuit bancaire. On a mis en place la certification des expertises. Ça n'a rien à voir avec les conflits fonciers. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui fait que les chiffres montent. Quant au conflit,
mais nous devons les résorber avec la numérisation. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au cadastre de Befale, vous voulez acheter un terrain, vous allez au bureau domaine, la personne a déjà perdu le procès, mais a soutiré le jugement, il revend un espace déjà frappé par un arrêt ou un jugement, exécuté parfois même, et la personne achète, et quand la personne vient faire le transfert, ah non, on sort maintenant le document. Mais avec la numérisation, tout ça va baisser. On va parler aussi de la future loi. Nous ici, tous les faussaires ont trouvé porte close. Tous. C'est pour ça d'ailleurs que je fais l'objet d'attaque. Porte close. Donc ils vont en justice. Ils nous ramènent maintenant des arrêts, des jugements. Et au pied de l'article 150 de la Constitution, je peux dire fait. Qui dit quoi? Mais qui dit que la séparation des pouvoirs. On va parler, on a parlé de la maximisation de recettes, la méthode, la numérisation qui porte déjà ses fruits. La maximisation n'a pas terminé. Parce que, toujours en 2020, on rentre sur le site internet de la Banque centrale, on voit prêts hypothécaires. Ça veut dire? Les prêts, c'est-à-dire l'ensemble de la masse que les 15 banques commerciales mettent à disposition de crédits hypothécaires, c'est-à-dire contre remise de certificats, 2 milliards. Les mêmes instructions de la Banque centrale disent qu'il y a 1% à retenir à chaque crédit. Donc, le calcul est vite fait. 2 milliards. Donc, il y a 20 millions de dollars qui devaient rentrer dans l'acte générateur inscription hypothécaire. Quand on fait la réduction pour vérifier, on trouve 1 400 000. Donc, un coulage de 18 000. Or, chaque jour, chaque semaine, il y a des crédits, avec l'obligation de retenir 1% au titre de la DGRAT. Ce n'était pas fait. J'ai fait appel à l'IGF pour qu'il y ait un redressement. Ça se fait? Ça se fait. Depuis 1 an, nous sommes en train de consolider les chiffres. Là aussi, vous pouvez vérifier, ce sera une dizaine de millions de dollars qui seront récupérés. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, que la rubrique inscription, réinscription, radiation est maintenant respectée en République démocratique du Congo. C'est ça aussi qui fait que les chiffres des recettes montent. Voilà. Donc on a parlé de la numérisation, de la maximisation de recettes. Autre problème qui se pose dans le secteur des affaires foncières, c'était, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, vous allez nous le dire, c'est la protection du patrimoine de l'État. Où est-ce qu'on en est? Alors là aussi, on avait trouvé un désordre incroyable. J'ai reçu ici dans ces bureaux plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques transformées en sociétés commerciales qui venaient voir, monsieur le ministre, nous avons été spoliés à tel endroit. Monsieur le ministre, nous avons été spoliés où on a perdu un procès devant tel cour. Je posais la question, donnez-moi le numéro cadastral, donnez-moi les titres, et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Ces sociétés n'avaient pas de titre. C'est-à-dire, ces sociétés transformées, lors de la transformation, on n'avait pas été jusqu'au bout de la logique, à savoir de titriser ces biens-là. Et c'est moi, je crois, au Conseil des ministres du mois de juin 2020, la 36e réunion sous le gouvernement Ilunga, qui demande à ce qu'une commission puisse être créée avec le portefeuille pour justement titriser les patrimoines de toutes ces sociétés. À ce jour, nous devons être à près de 700 certificats d'enregistrement sortis. Et ces sociétés-là s'en portent encore mieux parce que, avec ces titres, elles peuvent aller lever des fonds pour financer des départs ou bien pour changer l'outil obsolète. Et surtout, maintenant, ces biens-là sont maintenant protégés. Monsieur le ministre, j'ai suivi M. Moussito qui parlait aussi de la titrisation, je ne sais pas si je dis bien, oui, de nos villages par rapport aux terres. Oui, on a l'impression, on nous a dit que les chefs coutumiers de fois se comportent comme des gangsters permutés. Oui. Comment est-ce que le ministère des Affaires foncières travaille avec les chefs coutumiers? Oui, là aussi, comment vous faites? Là aussi, si vous prenez la loi actuelle,
qui va donc être modifié lors de cette session, j'espère encore, parce que le projet de loi est arrivé au Parlement. Les chefs coutumiers n'ont qu'un droit de jouissance. En français facile. Ben, ils n'ont qu'un droit d'occupation. Ils n'ont pas de titre réel. Alors, lors de la production de la nouvelle loi, il faut dire que quand je suis arrivé, la réforme foncière, qui avait commencé en 2012, était en panne quand je suis arrivé. Plus rien n'avançait. J'ai eu des séances de travail avec le CONAREF pour qu'on puisse relancer le processus. Et j'ai exigé que la commission aille dans les 26 provinces, parler avec toutes les couches de la population pour qu'il y ait vraiment une appropriation, la même compréhension de tout le monde, notamment des communautés locales et des chefs coutumiers. C'est comme ça que les chefs coutumiers maintenant auront des droits fonciers. Donc on va leur donner leur espace, on dit là, c'est votre espace, avec, voilà, avec, c'est votre espace, avec des droits réels. Donc vraiment des documents d'un cadastre maintenant coutumier, mais avec une superficie bien désignée. Et là aussi, c'est pour que les communautés locales ne soient pas déguerpies par les mining notamment. Ce sera plus possible parce qu'ils auront maintenant des droits réels. Donc c'est un problème qui est déjà réglé lorsque la loi sera adoptée. Oui, voilà, comme nous sommes dans cette histoire des titrisation, je sais que M. Molendo est accusé de beaucoup de choses, pour spolier, pour donner des titres à n'importe qui. Oui. Et la dernière affaire en cours, c'est que peut-être d'ici là, vous allez nous vendre le fleuve Congo. Oui. Donc vous avez le pouvoir de tout donner, de tout vendre. Ça, c'est... où commence et où s'arrête votre pouvoir? Ça, c'est M. Daniel Safou qui m'a diffamé. Moi, ma famille, lors d'une vidéo qui est sortie, des accusations sans fondement, d'une méchanceté inouïe, tout ça parce qu'il m'a fait du chantage. Ça fait 2 ans qu'il me fait du chantage. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas le député national, il a des informations. C'est vous qui le dites. Parce que ça, ce n'est pas le comportement d'un député national. Je vais faire un exercice. Je vous donne mon téléphone, regardez les échanges. Vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous verrez. 209 appels en absence en 2 ans. Chaque fois que vous le décrochez, c'est l'argent. Daniel Saf. Pessanambo, j'ai des problèmes. Pourtant, il est député. Vous l'avez habitué à ça. Je ne l'ai pas habitué. Ça fait 2 ans que je ne le prends plus au téléphone, vous avez vu. Tout ça sera versé dans le dossier parce que je vous annonce que j'ai porté plainte à l'office du procureur général près la cassation depuis lundi. Il devra répondre à toutes les accusations dont j'ai fait l'objet. Méchanceté, tout gratuite. Mais quel terrain? Je peux vendre. Est-ce qu'on peut vendre un fleuve? Est-ce qu'on peut vendre un fleuve? Les fleuves, ce sont les berges. Les îles, c'est la loi insulaire, il est député. C'est l'urbanisme. Encore que mon collègue de l'urbanisme, lui aussi a maille à partir pour justement protéger les biens de l'État. Je viens de vous dire ici que j'ai fait sortir presque 600-700 certificats des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Moi. Le rapport est là. Donc, nous qui protégeons l'État, en même temps, on se polie. Mais par exemple, le Ngalema. Qui a donné l'autorisation, le go pour qu'on puisse construire. Non, Ngalema, Madame Paulette, vous avez suivi. C'est un projet du gouvernement. Et les gens qui construisent là-bas le font sans autorisation de bâtir, sans paiement de la taxe bâtisse, sans approbation des plans par les services compétents. Et ça passe comme ça. Il y a une commission qui a été créée parce que, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, il y a plusieurs intouchables qui sont là-bas, qui construisent la nuit. Le parc d'Ancélé, ça a été créé par ordonnance présidentielle. Le propriétaire, c'est-à-dire la présidence de la République, a déjà initié, ça fait 2 ans qu'on demandait, le DIRCAB actuel du chef de l'État, au moment où je vous parle, a initié, je crois, il y a une 40aine de personnes
génie civil, génie militaire, les GR, le cadastre évidemment, pour au cas par cas voir qui est là, avec quelle qualité de document et quelle origine. Donc à ce stade, laissez que la commission termine son travail, fasse rapport au premier citoyen du pays. On verra, on dégagera les responsabilités. Lorsqu'on parle de toutes ces accusations, mais il y a un problème, vous avez évolué tellement dans ces secteurs qu'on vous accuse d'être à la fois jugé parti et d'avoir... Oui, mais je n'ai jamais été commissionnaire. J'étais promoteur immobilier. Encore que commissionnaire, ce n'est pas un seul métier. La personne qui l'a dit vraiment, bon, je ne vais pas faire de commentaires. Donc tous les commissionnaires ici sont des sous-hommes. Moi, j'étais promoteur immobilier. J'ai prospéré dans ce métier avec des chiffres d'affaires à 6 chiffres. Mais là n'est pas le problème. C'est quand mon parti me désigne, voilà, le président Vital et le président de la République disent, voilà, va aux affaires foncières. Pourquoi ils font cette synthèse? Parce qu'ils savent que j'ai une vision. C'est pour ça que j'obtiens des résultats qui gênent peut-être beaucoup de gens. Je vous ai dit, c'est chaque jour. Tous les jours, il faut départager. Donc vous faites des amis et vous faites des ennemis tous les jours. Parfois des ennemis redoutables. Et vous savez comment ça se passe. Pour l'argent, l'apologie de l'injure, mais ça ne va pas me perturber. Daniel Safou, d'abord vous le connaissez bien. Vous le prenez au sérieux? Je vous pose la question. Moi je l'ai connu il y a 10 ans, il faisait chanter mon beau-frère qui était DGA à la DGDA à l'époque. Il lui aussi a prospéré dans le chantage. Aujourd'hui, je viens d'une mission de service. Il y a des amis qui l'ont contacté. Boïb Samolendo, c'est capé, c'est bon, je vais continuer. Mais qui continue? À Teki Fleuve, à Moyibi, tout ça. Même feu mon père. Je crois d'une émission le 16 août. Sapombi, Moyibi, à l'époque de Mobutu. Vous vous rendez compte? Là aussi, il y a une plainte. Et vous savez comment ça va se terminer? Vous savez comment ça va se terminer? Comment ça va se terminer? Ah, mais la justice marche. C'est flagrant. Je ne veux pas vous faire un croquis, comment ça va se terminer. Je reçois déjà des appels, non, mais non, non, non. Là, atteint ma dignité, mon honneur. Mais pourquoi ils ne sortent pas les documents de vente? On vend comment? Quel est l'arrêté? Quel est l'acte de cession? Quel est le legs? Quelle est la donation? Tout ça, le fleuve. Et vous prenez ça au sérieux. Et je vous dis ici que c'est une question bassement alimentaire matérielle, l'argent. En tout cas, on continue à parler quand même des affaires foncières. Oui, on est là pour ça. Justement, parce que là, on peut tout dire, je répète ce que je dis, 80% de litiges contre en justice, c'est lié au secteur foncier. Oui. Vous avez dit que non, la tendance est en train de... Oui, puisque déjà, les biens sans maître ont été supprimés. C'était la première cause d'explosion. C'était ça également, voilà. On a parlé de la protection des patrimoines. Quand vous citez, on parle de quelle société? Vous allez me dire que la Gécamine n'avait pas, la SNEL, toutes ces grandes sociétés. Gécamine, SNEL, si vous allez, comme vous avez fouillé dans les sites internet, allez sur Google, je me suis rendu à la SNEL, je me suis rendu à la Gécamine. Il n'avait pas de titre. Mais vérifiez. Les grandes sociétés comme ça. Vérifiez. Je vous dis qu'on a sorti près de 600 certificats. Le gouvernement ici, sous le leadership du président de la République. 600 et quelques certificats. Et c'est un processus qui va continuer. Alors parlons de ces biens sans maître. Au-delà du patrimoine de l'État que vous êtes en train de régulariser, les biens sans maître, on en compte combien ici? Non, les biens sans maître, ça veut dire que vous avez une maison qui a poussé. Et puis, un qui donne vient vous dire, voilà, ce bien est abandonné. Donc il faut déchoir les droits. Donc le faire entrer dans le patrimoine privé de l'État. Et le lendemain, on l'attribue à quelqu'un d'autre. 6 mois après, le vrai propriétaire venait avec le certificat. Non, des biens, la logique des biens abandonnés, et puis le propriétaire s'est déplacé, ou c'est des colons, et tout ça, et tout. Donc il aurait fallu, selon moi, à faire une publication de banque. Voilà, tel bien, il n'y a pas de propriétaire, qu'est-ce qui se passe? L'État peut récupérer, vendre en vente publique, qui est la meilleure vente. Mais l'État prend. Et puis le lendemain, il l'attribue. Même pas à titre onéreux, c'est pas possible. Et c'était ça. Je vous ai dit que j'ai trouvé combien d'arrêtés de biens sans maître ici. Combien d'arrêtés de biens, combien de recours avec des certificats, avec même des preuves de paiement de l'impôt foncier.
Et il y a beaucoup de biens sans mettre, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'étrangers. Oui, c'était. On avait organisé à l'époque. Voilà, c'est généralement, vous avez des cas où un couple avait juste une sentinelle, ils partent en Belgique, à Liège, et puis sur l'autoroute, accident. Couple sans enfants. Donc, le reste de la famille, le Congo, ne connaît pas. Et donc, voilà. Maintenant, les gens viennent, ils disent, voilà, c'est pas eux. Et puis après, vous avez un jour, un cousin, un neveu, en fouillant dans les affaires, il trouve une trace. Il vient ici. Et vous dit, voilà, on avait payé par la Belgolaise, on avait payé via tel bois. Et puis, il y a des preuves, et puis finalement, on a l'impression que c'est l'État qui spolie les privés. Est-ce que les 50 000 hectares à Msokatanta font partie des biens sans lettre? Non, non, non. Non, non, il ne faut pas mélanger. J'ai reçu ici même la famille Mono au mois d'août. La famille propriétaire de 50 hectares. De 50 000 hectares. 50 000 hectares. 50 000 hectares. La famille Mono vient me voir, accompagnée de leur conseil. J'ai réuni mon staff, mon directeur de cabinet, tout ça. On analyse le dossier, bien sahéranisé, à purement PV de remise et reprise entre le ministère du portefeuille de l'époque, c'était à l'époque le ministère du portefeuille de l'époque et la famille Monon. Il m'amène tout le dossier. On compulse, mes équipes vérifient. Prends la lettre. 6 050, 100 lettres par jour. Ça part. Tout le dossier est passé par le ministre provincial en charge des affaires foncières. Les dossiers ne peuvent pas venir ici sans le visa du gouvernorat. Depuis le 13 octobre dernier, j'ai reçu un courrier de Madame la gouverneure du Lualaba, gouverneure AI. C'est un virage à 180 degrés. Comment ça? On ne parle plus de spoliation, on ne parle plus de vente. On parle plutôt, maintenant on me rejoint, de régularisation et de vérification avec l'inspection agricole de Lualaba pour vérifier, c'est à 30 ou 40 km d'ailleurs, pour vérifier si c'est bien répertorié comme ferme. En même temps, la gouverneure me demande si je peux obtenir la confirmation de mon collègue des finances sur la preuve d'appurement. Or, nous, on avait vérifié le PV de remise et reprise, qui, lui, a été confirmé. Donc, c'est subordonné à l'appurement. Qu'à cela ne tienne. Madame Paulette, il y a 6 mois, j'ai traité le même dossier. J'ai traité un dossier de 124 000 hectares de la société Grelka, qui appartient au groupe Forest. 124 000 hectares. Ça n'a pas posé de problème. Mais là, c'est une famille. Mais c'est une famille. Mais madame, il y a 4 000 fermes aérianisées. 4 000 fermes aérianisées. 4 000. Vous allez leur dire à tous ceux qui ont apuré à l'époque, ah non, pourquoi vous avez autant de superficie? Pourquoi l'État vous avait donné autant? C'est mon rôle. Ou bien c'est de vérifier s'il y a eu appurement, s'il y a eu remise et reprise, et s'ils payent les droits de leur sortir les titres. C'est une simple régularisation. La famille Mounou occupe depuis 1984 à ce jour de manière ininterrompue. Madame Paulette, Madame Élisée, ils occupent. Ils viennent, ils me demandent pour... Ils occupent les 50 000 sans trouble de jouissance. Donc, et même dans le dernier courrier de Madame la gouverneure AI, elle m'a même dit à la chute qu'elle va me revenir après quelques vérifications. Donc il y a harmonisation. Je peux vous dire qu'il y a un virage, je le répète, à 180 degrés. Toutes les spéculations qu'il y avait avant, vente et tout ça et tout, c'est terminé. Maintenant, il faut vérifier au niveau de l'inspecteur de l'agriculture et de la preuve d'appurement. Vous voyez qu'il n'y a pas vente. Vous voyez qu'il n'y a pas spoliation. Même les chefs coutumiers, je me permets de ne pas faire de commentaires, mais il y a une purge coutumière dans le dossier. Il y a une purge. Il y a une enquête de vacances. Sinon, l'État n'allait pas leur donner si cette purge-là n'était pas là.
Ouais, vous utilisez trop de termes techniques, une émission n'est pas... Non, les droits coutumiers, les chefs coutumiers. Je vous ai dit, ils ont droit de jouissance et généralement, quand la terre est cédée, comme ça, c'est une enquête de vacances, vous leur donnez des oboles ou de l'argent ou massanambila, des petites choses, des noix de coco. C'est eux-mêmes qui demandent ce qu'ils veulent selon leur tradition. Ensuite, le cadastre fait son travail. Ouverture de dossier, demande de terre, et puis voilà. Mais monsieur Sironi, vous avez la gestion de la terre. Oui. Un particulier peut avoir combien de... Mais madame, 50 000, madame, dans la future loi, dans la future loi, on va d'ailleurs limiter l'accès. Exactement. À combien d'hectares? À partir, si vous ne me laissez pas parler, je ne pourrai pas débattre. Voilà. À partir de 5 000 hectares, il faudra justifier d'un projet économique. 5 000 hectares. Il faudra justifier. Et si ce projet économique, ce modèle économique qu'on veut innovant ne se passe pas en ayant X temps, l'État récupère, puisque nous demeurons propriétaires du sol et du sous-sol. Ça, c'est intangible, ça n'a pas changé au niveau de la future loi, qui se trouve déjà au Parlement. Donc, un particulier aura droit à 5 000 hectares. Donc, pour moi, ce débat-là du Lolaba est clos. J'ai un courrier du 13 octobre de Madame la gouverneure. Elle a deux préoccupations. Vérifier auprès de son inspection agricole si cette ferme-là est bien répertoriée, tout ça, les 50 km de colis, ça ne devrait pas poser de problème pour vérifier. Et la preuve par le ministre des Finances si la famille avait bien apuré malgré la remise et reprise. Voilà le contenu du courrier. Donc c'est pour vous dire que ce dossier-là n'est pas du tout ce qu'il était. Voilà. Donc, je vous ai posé une question par rapport à cette affaire de Sokatanda. Vous avez emmené combien plusieurs titres pour régulariser. La loi, c'est la pratique qui est même devenue source de droit. Je vous ai dit ici qu'on peut demander à tout le monde, toutes les fermes qu'il y a ici, qui a eu l'approbation du Parlement. C'est à partir de 2000 hectares. Qui l'a eu? Et puis, si vous êtes propriétaire de 2000 hectares, vous pouvez dire, voilà, donnez-moi 4 titres de 500, 700, 700. Où est l'infraction? Vous êtes propriétaire de 50 000 hectares. Vous êtes propriétaire de 50 000 hectares. Vous dites, faites-moi 56 titres de 800, 800, 800, 800, comme ça. Et de toute manière, dans tous les cas de figure, c'est le ministre qui en charge. C'est pas une fraude, là. Pas du tout. Mais c'est l'article 183 de la loi foncière. Dans les mesures d'exécution, d'application, c'est l'article, je crois, 14. C'est une méconnaissance. Est-ce qu'on doit pas passer par le Parlement pour dire... Le Parlement, normalement, si la famille veut un bloc, voilà, nous on veut un bloc de 50 000. Mais même avant que ça aille au Parlement pour approbation, qui signe? Le ministre des Affaires foncières. Même s'il faut aller demander l'approbation. Toutes les grandes fermes ici, je vous dis, je vous le répète, si vous avez d'autres éléments, prouvez-le-moi. Tout le monde recourt à ce suffrage pour éviter d'aller justement en bloc devant le Parlement. Donc, et c'est pour ça on contourne. C'est devenu source de droit. Je suis le 59e ministre des Affaires foncières depuis l'indépendance. Montrez-moi qui est passé par le Parlement. Donc, les grandes fermes. Non, c'est-à-dire nous, on a dit que dans la loi, on a dit que ça va aller sous la signature du Premier ministre. C'est ça que j'ai dit au Conseil des ministres, le chef de l'exécutif. Parce que nous signons des amphithéoses tous les jours ici. Tous les jours. Le Parlement doit approuver après quelle enquête? Donc vous allez envoyer et puis vous allez attendre 6 mois, 9 mois. Une autre question, monsieur le ministre, on m'a dit de vous poser cela, c'est par rapport aux biens qui se trouvent à l'étranger. Est-ce que c'est le ministère, toujours des Affaires foncières, qui s'occupe des biens? Les biens qui appartiennent à l'État. Non, c'est le ministère de l'Urbanisme qui gère le patrimoine privé de l'État. On reste dans le bien sans maître. On a parlé de la ferme Sokatanda, on a parlé de tout ce que vous avez pu récupérer. On ne peut pas actuellement estimer à combien se lèvent ces différents biens sans maître dans notre pays. Non, la pratique, je vais vraiment expliciter, la pratique des biens sans maître n'existe plus. Elle a été abrogée. Depuis que je suis arrivé, je l'ai abrogée. Et c'est dans le programme du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, lors du discours de politique, dans le volet français, c'était ça. Numérisation,
bancarisation et la suppression de la direction des biens sans maître. C'est un acquis. Donc, il n'y a même plus de débat. Ça fait plus de 3 ans que je suis là. Il n'y a jamais eu un arrêté constatant un bien sans maître, qui était la première cause de spoliation. Donc aujourd'hui, on peut même plus parler de spoliation en République démocratique du Congo parce de l'État qui spolie les particuliers. Comment? Par quel biais? Puis c'était ce billet-là, arrêté bien sans maître. L'État récupère, or que ça appartient, il y a des droits acquis à des individus, à des particuliers. Certains accusent, pas seulement vous, le ministre des Affaires foncières actuel. Oui, mais madame, les accusations, est-ce que je peux vous répondre? Parce qu'on revient chaque fois. Soyez tatillons sur tout ce qu'on a fait depuis ici, les accusations et tout ça. Nous, on attend. Nous, on a la confiance du Premier ministre, du chef de l'État, qu'on nous brandisse. Là où on a vendu le fleuve, là où on a vendu les biens de l'État, j'aimerais bien voir qui peut vendre un bien de l'État sous le président Félix Tshisekedi. J'aimerais bien voir. Il y a une autre pratique, puisque vous n'avez pas laissé terminer. Oui. Vous récupérez les biens chez les anciens dignitaires, les anciens de régime, et vous en donnez un nouveau. Ça, on le met dans quelle catégorie? Madame, vous êtes très bien outillée pour savoir que le domaine privé de l'État, les maisons qui appartiennent au domaine privé de l'État, donc au ministère de l'Urbanisme, il faut aller lui demander. Encore que c'est une décision du Conseil des ministres, avec effet rétroactif. Le ministre d'État, il fait son travail, ce sont des instructions du Conseil des ministres. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que nous, on a nos attributions, et on se contente, et on se cantonne dans nos attributions. Les déguerpissements administratifs et tout ça, c'est pas les affaires foncières. C'est compliqué quand même. Ce n'est pas compliqué, il faut simplement maîtriser les procédures et les attributions de tout un chacun. Ministre Molendo Sakondi ou Sakondi Molendo, merci d'avoir été le nôtre, mais c'est une question que j'aurais bien terminé avec. Vous résistez d'un gouvernement, vous étiez sous Inouye Lukamba, vous êtes avec Jean-Michel Sama. D'aucuns veulent vous faire partir, d'autres veulent vous voir rester. C'est un mandat. D'abord, vous êtes là presque 4 ans. Le secret de votre longévité dans une sphère aussi instable, instable, hostile, il faut le dire, hostile, la méchanceté gratuite, tout ça. Sinon, alors il faudrait choisir un autre métier, dont je prends des coups, parfois en dessous de la ceinture, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je reste debout, je ne suis pas distrait, et j'ai une vision. Tant que j'aurai la confiance du chef de l'État, du Premier ministre, et du mandat de mon parti, je poursuivrai mes réformes. Je n'ai pas autre chose que continuer à travailler, et surtout la question politique. Je crois, moi, à l'avènement des hommes politiques qui craignent Dieu. Donc ici, je gère un domaine très sensible. C'est dommage, j'aurais pu compulser et vous faire la liste de tous les biens restitués à des privés. On aura ça sur le site, très outillé du ministère des Affaires foncières. En tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous sur différentes questions liées aux affaires foncières. À chaque fois qu'on aura d'autres préoccupations, on reviendra vers vous. On espère que vos portes seront toujours ouvertes. Toujours. Merci aux téléspectateurs. Je sais que vous étiez nombreux parce que l'on parle peu, très peu, mais aujourd'hui, il a accepté de parler devant deux dames de la presse de la RTC. Merci de nous faire cet honneur. C'est les actions qui Merci à vous. On reste, écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes dans les différents métiers où vous aurez le bonheur de vous suivre. À très très bientôt. Ma Mission TV, le miroir du monde.